Bonjour à tous, Denis Herrero, je suis le directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications de la relation client Sud. On est très fiers effectivement d'accueillir ce soir une invitée de marque, Claudia Ferrazzi, qui a accepté effectivement d'être des nôtres ce soir, et on la remercie, et vous serez nombreux sans doute à la remercier parce que elle a non seulement effectivement répondu à notre demande, et au-delà elle a accepté effectivement de vivre cette première expérience de réalité virtuelle immersive avec nous ce soir. Donc c'est un double challenge et on la remercie. Alors ce soir effectivement la thématique est propre finalement à Claudia Ferrazzi, c'est l'hybridation des mondes des arts et de la culture avec le monde économique et professionnel pour de nouvelles pousses fécondes, pardon. C'est en fait tout simplement cette thématique, elle est venue à la suite de la publication de son article dans la Tribune qui était intitulé Aux arts manager, point d'exclamation, le 30 avril dernier. Cet article, je l'ai vu parce qu'il a été relayé par François Tadei via Twitter, et c'est vrai qu'il m'a profondément déstabilisé, ou il m'a profondément interpellé, et j'ai souhaité en fait la contacter et lui proposer effectivement d'intervenir avec nous pour nous faire part de sa vision, de son expertise bien entendu, et peut-être imaginer avec elle des prolongements. Avant de démarrer, peut-être, mais je la présenterai juste après, peut-être juste quelques éléments de contexte très rapidement. Vous savez que ces conférences sont donc proposées dans le cadre du campus de la relation client. Les campus, ce sont donc ces réseaux qui se mettent en place progressivement sur l'ensemble de la France. 95 campus sont labellisés à ce jour. Ces campus, c'est effectivement des réseaux qui sont portés par l'État et les régions au sens large. Ça a vocation à regrouper l'ensemble des acteurs à la fois du monde économique et professionnel, des acteurs de la formation au sens large et des acteurs de la recherche. C'est ce trio en fait qui vise finalement à se rassembler pour faire en sorte d'accompagner le développement économique des territoires sur des secteurs qui sont des cibles pour les régions. Vous voyez les grandes missions, à la fois de la formation, de l'information, et surtout également inventer, innover, oser, et c'est finalement aussi c'est cet espace finalement qui nous le permet. Et je remercie bien entendu Pierre-Yves Pérez qui est le président, le directeur de cette société Immersive Collab qui nous accueille, et Olivier Battini qui sont effectivement à l'œuvre pour organiser ce premier webinaire immersif. Le campus de la relation client fait partie des 9 campus labellisés en région PACA. Vous savez effectivement l'enjeu des webinaires, c'est effectivement de se confronter à de nouveaux regards, de nouvelles expertises. C'est surtout aussi l'envie de proposer de nouvelles perspectives de développement personnel et professionnel. Ce webinaire, c'est le 18e depuis le 1er juillet 2019. Donc là, on inaugure en fait une nouvelle version plutôt immersive. Vous êtes 44 inscrits et vous voyez majoritairement, Claudia, ce sont des enseignants du second degré, des enseignants également de l'enseignement supérieur, mais également des professionnels, et ensuite toute une diversité de partenaires qui sont présents ce soir. Alors, vous noterez effectivement que les webinaires se poursuivent en juin et début juillet, bien entendu, puisque l'un des participants est présent, Philippe Lefebvre. Vous noterez en particulier celui qui est autour de la quête du sens, et je pense que Claudia également aura noté aussi ce webinaire, parce que ça a beaucoup de sens aussi, ou beaucoup de liens avec ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Ce webinaire là, effectivement, c'est la finalité, moi, que j'oserais écrire, c'est effectivement inviter les établissements, les équipes pédagogiques, les enseignants, le monde de la recherche, l'ensemble à oser. C'est bien aussi effectivement cet enjeu. On va parler beaucoup d'interdisciplinarité, on va beaucoup parler de dépassement peut-être de nos frontières, on va beaucoup parler d'hybridation aussi, et c'est vrai que ça m'est cher particulièrement. Le format, un échange libre entre pairs, donc en 2 formats effectivement, présentiel et à distance, l'intervention donc de Claudia se fera à l'issue de 20 à 30 minutes. Vous aurez tout le loisir de poser vos questions via le chat ou éventuellement d'intervenir.
avant de démarrer, je souhaiterais quand même tout de même présenter Claudia Ferrazzi. Elle est de nationalité française et italienne. Elle est diplômée en sciences politiques de l'Université de Milan et titulaire d'un master en politique européenne de l'Université libre de Bruxelles. Elle fut collaboratrice de bureau bruxellois de Telecom Italia avant d'être élève au cycle international de l'ENA, promotion René Cassin de 2001 à 2003. Après avoir été consultante chez Capgemini et au Boston Consulting Group, elle fut chargée de mission au département contrôle de gestion et pilotage de la gestion publique de la Direction générale de la modernisation de l'État au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Nommée dans les fonctions d'inspectrice des finances, elle fut administratrice générale adjointe de l'établissement public du musée du Louvre de 2011 à 2013, puis secrétaire générale de l'Académie de France à Rome de 2013 à 2016. Directrice de l'attractivité de la ville de Milan d'avril à juin 2017, elle est appelée par le président de la République Emmanuel Macron en mai 2017 pour devenir sa conseillère culture et communication, fonction qu'elle a occupée jusqu'en décembre 2019. Claudia Ferrazzi vient de créer Viarte, elle va nous en parler, l'art pour diriger autrement, une société dont l'objectif est de créer des ponts entre la culture et l'entreprise. Je termine juste par ce dernier point. Le ministère italien de la Culture vient par ailleurs de la nommer représentante du ministère au conseil d'administration de la Biennale de Venise, que préside le producteur vénitien Robert Cicutto. Claudia, écoutez, je vous laisse la parole et je vous propose de vivre pleinement cette expérience avec nous. Merci encore. Denis, est-ce que je peux intervenir 2 secondes? Pardon, excusez-moi. Denis? Oui. Je peux prendre la parole 2 secondes? Voilà. C'était juste pour vous proposer de libérer le champ vers le diaporama en vous déplaçant peut-être un petit peu latéralement, Denis et Claudia, et dire à toute l'assistance que vous pouvez zoomer. Merci, je suis désolé. Et vous pouvez, tout le monde peut regarder, zoomer sur le diaporama qui va être commenté en faisant Alt, clic gauche, en maintenant le Alt et le clic gauche et en déplaçant la souris de manière à zoomer sur le diaporama. Donc Alt, clic gauche, voilà, et vous zoomez. Quand vous lâchez tout, vous faites échappe, la caméra revient derrière votre avatar. Vous pouvez recommencer. Hein. Alt, clic gauche sur le diaporama, le panneau de diaporama, et vous maintenez le Alt et le clic gauche. Après, vous pouvez lâcher, vous serez en plein écran sur le diaporama. Voilà. Excusez-moi pour cette interruption. C'est juste pour que tout le monde puisse voir les éléments de présentation. Merci. Je te remercie beaucoup, Pierre-Yves, tu avais entièrement raison. Merci beaucoup. Claudia? Merci beaucoup Denis, merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a introduit dans cette merveille et cette expérience que je partage avec vous ce soir, qui est ma première conférence en campus immersif et aussi ma première conférence où vous me voyez, je suis avec vous, mais pas tout à fait avec vous, mais avec une réalité un peu parallèle dont on va d'ailleurs parler dans le fond du sujet. Alors, pourquoi donc ce parcours paraît très bizarre? Pourquoi quitter des responsabilités opérationnelles et politiques dans le monde culturel et m'engager dans l'action dans l'entreprise? Alors premier sujet, c'est le constat que le combat des idées sans action dans la société est trop difficile et qu'il faut alterner les deux. Et alors, action dans la société avec quelques constats de départ et qui me préoccupaient beaucoup vu mon parcours de grande proximité avec le monde du management de l'entreprise et du conseil d'une part et le monde des artistes et la vie culturelle et créative d'autre part, qui est un relatif isolement des artistes par rapport aux grands enjeux de société. Alors, il nous manque beaucoup nos artistes et de plus en plus, et je trouve que leur voix pourrait être mieux entendue et mieux, on va dire, digérée dans des environnements qui aujourd'hui n'en fréquentent pas beaucoup, et en tout cas, ils les fréquentent pas pour le cœur de leur métier. Alors, deuxième petit constat, vous avez eu une conférence, peut-être que certains y ont participé, de François Tadei l'autre jour. Vous remarquerez dans beaucoup d'avancées, beaucoup de tribunes qui sont publiées, notamment en ce moment, juste après le confinement, que la recherche en apprentissage a fait des bonds très très importants. Et que la psychologie, la sociologie, les neurosciences, les sciences de l'information ont tous contribué à nous
renseigner de manière désormais assez précise, de plus en plus consensuelle sur les apports de la créativité et de la création sur le cerveau. Et de l'autre côté, un troisième, je dirais, constat qui est l'égarement du management et des grands décideurs face à notamment une épidémie, un confinement que nous ne prévoyons pas, mais en général, grâce à des transformations qu'on sent arriver trop tard, qui nous préoccupent parce que elles nous surprennent au moment où en fait on avait prévu autre chose. Donc la réaction face à l'incalculable et à l'improgrammable, alors que nous avons évolué dans un monde où en fait on pensait que tout était finalement calculable et programmable. Alors, c'est là où j'arrive à mes présupposés. Alors, j'ai fait vraiment une aide-mémoire. Je ne suis pas une grande fan de PowerPoint et vous verrez, je refuse souvent d'en faire. Là, l'idée était juste de vous fournir vraiment l'aide-mémoire qui vous permet d'éviter de prendre des notes. Et je serais vraiment ravie après d'échanger parce que je pense que même dans nos supports, il faudrait qu'on invente des supports qui laissent plus de place à la créativité, au regard personnel que chacun est en train de donner, par exemple, à ma présentation, la rendant unique à vos yeux. Et non pas une présentation standard que je transmets à tout le monde. Et on va y revenir parce que cet équilibre entre l'individuel et le collectif, à très juste titre, Denis, en relisant mes documents, il m'a fait une remarque qui m'a vraiment marquée. Effectivement, dans la relation entre individuel et collectif, nous avons, je pense, une nouvelle manière de faire des propositions et de créer des projets qui n'étaient pas forcément dans la vie de l'entreprise il y a quelques années et qui deviennent indispensables. Alors, je commence par des présupposés de la réflexion parce que apparemment, quand j'ai commencé ce travail, j'ai eu l'impression qu'on dégageait un consensus que j'ai appelé théorique entre l'univers de l'entreprise, les sciences de l'apprentissage, voire le monde des artistes lui-même, sur le besoin de renforcer l'avantage comparatif d'humain. Alors j'ai pris une expression d'un livre que j'ai beaucoup aimé, d'une philosophe et d'un économiste, Julia de Funès et Nicolas Bouzou, qui se sont associés dans un livre assez marrant, la comédie inhumaine, qui en fait qui traverse un petit peu le monde de l'entreprise avec la double vision de l'économie et de la philosophie. Et en fait, pourquoi plus humain, c'est-à-dire pourquoi l'avantage comparatif d'humain? Parce que, comme on le constate ce soir, tout ce qui n'est pas humain et qui peut être remplacé le sera, et certainement on peut faire ce pari que évidemment ça sera à la fois plus efficace, plus précis, plus prévisible, moins cher, plus fiable, plus rapide, tout ce que vous voulez, et que en revanche nous sommes évidemment et dans le monde économique et dans le monde de la créativité, à la recherche de ce qui ne sera jamais reproduisible par les machines. Et alors, c'est ça l'avantage comparatif de l'humain. Et donc, sur ça, il y a une sorte de consensus. Alors, j'ai mis les deux blocs, un consensus sur les nouveaux besoins des entreprises. Nous avons, justement, on parlait du webinaire à venir de Philippe Bleu-Lefebvre sur le sens. Et puis, nous avons un consensus sur le fait que l'entreprise doit être innovante. Donc, premier besoin, c'est idée innovante et dotée de sens. Solution imaginative, loin de tout ce qu'on connaissait en série statistique, en scénario d'experts, en projection. Alors, je vous donne juste un exemple. Par exemple, ces jours-ci, sur toutes les contraintes qui pèsent sur notre mobilité, alors qu'on avait imaginé qu'en fait, le monde était de plus en plus mobile et qu'on n'aurait jamais... on serait jamais revenu en arrière sur cet aspect-là et que la mondialisation entraînait une capacité quasi infinie de voyage et de mobilité, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Deuxième besoin, des visions interdisciplinaires. On demande justement pour faire face à ces éléments imprévus, improgrammables, on prend en compte une dimension de la société quand on est décideur et quand on s'occupe d'un métier dans la société ou dans l'économie. Et alors que là, en fait, on me demande de prendre en compte et l'aspect environnemental et l'aspect sociétal
et le rôle que l'entreprise doit y jouer et le rôle que moi je dois jouer au sein de l'entreprise. Donc nous avons de plus en plus besoin d'une vision qui embrasse des champs disciplinaires vastes et dans des visions globales synthétiques qui ne créent pas de silos et qui ne créent pas de contradiction entre un enjeu et l'autre, parce que en fait la décision va devoir les prendre tous en compte. Et donc, c'est une décision qui sera forcément imparfaite du point de vue d'un métier ou d'une discipline, mais qui sera la meilleure possible et celle optimisée d'un point de vue global. Donc, c'est une décision qui est très différente par rapport aux décisions des générations précédentes. Alors, quand je dis très différente, cette affaire de chercher plusieurs dimensions d'un problème, il remonte à il y a longtemps. Alors, comme vous le savez sans doute, dans l'économie, on cherche depuis très très longtemps un complément au produit intérieur brut pour mesurer la productivité d'une économie. De la même manière, pour un individu, on cherche depuis longtemps qu'est-ce qu'on peut dire plus d'une personne sur son intelligence, en plus du fameux QI, du quotient à la fois d'intelligence intellectuelle, qui est d'ailleurs utilisé sur les deux dimensions, mais qui est en fait monodirectionnel. Et vous avez des gens d'une grande intelligence, mais à qui vous ne faites pas confiance pour tout un tas d'autres sujets. Donc, comment appréhender ces choses plus globalement? Et alors, quand je vous dis que ça remonte à il y a assez longtemps, j'ai en fait trouvé un psychologue à l'université de Southern California qui s'appelle Guilford, qui a étudié en fait qu'elle était, il était en soutien des équipes qui devaient choisir les pilotes de la Deuxième Guerre mondiale et les pilotes qui devaient faire face à la possibilité qu'il y ait une urgence, un accident. Un problème inattendu, soit d'instruments, soit d'attaque, etc. Et donc, comment on trouve ceux qui répondaient le mieux à un imprévu. Et donc, ils ont commencé, donc nous sommes à la toute fin des années 30, ils ont commencé à introduire, on va dire, une forme de doute sur le fait que le QI ne soit le bon... Alors, attendez, hein, je lis en même temps, il y a un problème de son, c'est ça, Denis? Non, ça va très bien. Parfois, on avait juste en fait, à un moment donné, on vous a perdu, mais on vous entendait moins bien, mais ça va très bien là, ça va. Merci. Est-ce que je dois intervenir sur mon ordinateur peut-être? Non, non, pas du tout. Non, ça va très bien, ça va très bien. Et du coup, là, tout un pan de la psychologie de la créativité a commencé à base de tests de divergent thinking, donc de pensée divergente, dont l'objectif était justement de compléter la performance, pour le coup, qui est fondée sur le QI et qui serait le correspondant dans une économie du PIB, qui est la productivité et l'intelligence au sens primaire du terme, c'est-à-dire la faculté de résoudre un problème donné dans un champ donné. Alors là, en fait, on sort de ce champ et tout l'objectif de ma démarche, c'est justement de sortir de ce champ. Alors, le troisième besoin de l'entreprise que j'ai voulu vous noter dans l'aide-mémoire, c'est la pensée de long terme. Alors, on demande aujourd'hui, et ça va de soi dans toutes les réflexions actuelles, d'anticiper le futur et surtout d'anticiper les conséquences de long terme sur les décisions qui sont prises aujourd'hui. Ça, c'est peut-être un des aspects, la temporalité, un des aspects les plus compliqués de notre question. Mais si je prends ces trois besoins des entreprises, je pense que je n'ai pas lu en 6 mois un avis divergent sur le fait que ces besoins sont urgents et que toutes les entreprises les définissent, les identifient de manière assez explicite. Alors après, je me suis déplacée du côté des compétences individuelles et du côté de qu'est-ce qu'on demande demain à l'individu de développer comme compétences. Et alors, il y a un énorme boulot qui a été fait, notamment par l'UNESCO, sur les compétences du XXIe siècle. Il y a pléthore, si après vous avez besoin de références et d'idées sur le sujet, il y a pléthore de littérature
sur les compétences du XXIe siècle et regardez ce qu'on va découvrir. On va découvrir qu'en fait, il s'agit de toutes les compétences qui, en mauvais management d'il y a 15 ans, on appelait les soft skills, c'est-à-dire des compétences plutôt non métiers et qui ont plutôt à voir avec des dimensions non mesurables et plutôt très intuitives de notre vie professionnelle. Alors, si on les prend voilà, dans l'ordre et si on les parcourt rapidement, l'autonomie de l'homme dans un projet qui porte du sens. Donc, comment moi, personne, individu, je rentre dans un projet collectif conçu où je me situe moi-même et je situe le projet de l'entreprise par rapport à la société. La capacité à problématiser le sujet au sein d'une pensée complexe. Alors là, j'emprunte les mots d'Edgar Morin, mais j'aurais pu en prendre d'autres et tout particulièrement, en fait, nous avons toute une littérature qui, du coup, pour sortir de cette question de l'intelligence, parle de high cognitive complexity, donc une forte complexité cognitive, qui signifie en fait une capacité à comprendre le monde de différentes manières et à le comprendre de manière complexe. Et ça, c'est une deuxième compétence sur laquelle tout le monde est d'accord. Il faut la développer. Il faut que ce soit une compétence déterminante et dominante dans l'entreprise. En 3, je l'ai mis pour rappel, mais la capacité de réaction et de manière créative face à l'incertitude. Certaines pourraient parler de capacité de réaction, de rapidité. Alors, vous avez vu la valeur qu'aujourd'hui peut avoir le fait de répondre vite, de réagir rapidement. L'esprit critique et l'éthique de l'action. Alors, l'éthique, c'est quelque chose qui est très important dans notre réflexion. Vous l'avez vu et en plus, je pense que la crise actuelle nous a conduit à imaginer, on va dire, à visualiser comment la dimension intérêt général de certains s'opposait à la dimension d'intérêt particulier d'autres. Et donc, en fait, cet aspect éthique qu'on n'avait jamais vu aussi fortement concentré en quelques mois, il a fait la preuve de sa centralité dans notre société. Ensuite, plus classiquement, intuition et intelligence émotionnelle, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas rationnel, et avec une particularité, c'est que les études, notamment de toute une partie de la psychologie et de la sociologie américaine, nous disent que nous prenons les décisions essentiellement sur l'intuition et qu'ensuite tout le reste de nos savoir-faire, de notre appréhension technique et rationnelle des choses arrive pour justifier des décisions que notre intuition nous a déjà fait prendre. Ce qui est assez contre-intuitif. Hein. Nous avons l'impression, pour les très rationnels parmi nous, que en fait, nous prenons en compte tous les aspects d'une question et puis on décide. En fait, cette partie de la psychologie, là aussi, je peux vous donner quelques références assez passionnantes qui, en plus d'être des grands scientifiques, c'est assez marrant à lire parce qu'en fait, ils ont fait plein de tests pour montrer que dans 85% des cas, nous avons déjà pris une décision intuitive et que tout notre travail, en fait, ne fait que justifier cette première décision. Et donc, savoir qu'on l'a déjà prise est quelque chose de très important, mais qu'on perd souvent de vue. Et alors, après, j'ai mis donc agilité mentale et méthodologique et interconnexion transdisciplinaire. Et c'est pour ça que des projets comme le vôtre m'impressionnent beaucoup, parce qu'en fait, ils osent traverser des frontières disciplinaires que à la fois l'école, l'université et puis beaucoup de nos métiers empêchent. Juste dans mon petit champ culturel, quand on imagine qu'on sépare encore le théâtre du cinéma, le cinéma des arts plastiques, les arts plastiques de la danse, alors qu'un artiste ne sait pas absolument ne sait absolument pas en fait distinguer, séparer les deux, et nous on a un système, y compris de subventions, de gestion culturelle, etc. Qui en fait qui nie ça, alors que c'est vraiment l'essence de la créativité. Et enfin,
le dernier aspect, il est last but not least, comme on disait, c'est la dimension collective, donc l'aptitude à créer et entretenir des relations interpersonnelles à la fois en bilatéral et en collectif. Du coup, ce sont un peu les présupposés. Nous avons des besoins assez clairs des entreprises qui émergent, des compétences individuelles sur lesquelles tout le monde est d'accord. Et seulement, là, on arrive à une sorte de contradiction. Contradiction parce que si tout le monde est d'accord pour dire ça, aujourd'hui, les objectifs et l'organisation de l'entreprise, tout comme les logiques managériales qui dominent et les parcours des uns et des autres, vont dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que l'innovation est un facteur qui augmente de manière très sensible la valeur réputationnelle et économique des entreprises. Alors, j'ai vu un des participants qui me demandait des références. Bien évidemment, je peux vous donner les références et j'en rajoute ici une autre qui vient en fait d'une étude très passionnante de l'INSEAD sur vraiment la valeur économique et réputationnelle qui est associée à l'innovation. Donc, tout le monde économique parle d'innovation comme d'une valeur. Alors que, justement, les décideurs dans les entreprises, alors que j'appelle globalement les managers, mais après on peut faire des distinguos si vous le voulez bien, consacrent très peu de temps à la réflexion et surtout ce temps il est nous avons un petit baromètre dans la Harvard Business Review tous les ans qui est très passionnant sur l'emploi du temps des dirigeants et qui nous montre qu'en fait ce temps il est très découpé, souvent en petits moments qui dépassent rarement 20 ou 30 minutes et qui sont consacrés à la préparation de la réunion d'après, donc qui eux aussi courent après le rythme et le calendrier de la journée et que du coup les plages pour faire des connexions inédites entre la préoccupation d'entreprise et d'autres visions du monde sont très réduites, quasi inexistantes. Et par ailleurs, je le rappelle en 3, nous avons une attention très très limitée, attention des entreprises à ce que moi j'appelle le temps non comptabilisé, qui est un temps d'ailleurs sur lequel il y a eu un tabou dans la vie personnelle, alors tabou que notamment le confinement a fait tomber, dans la vie de chacun d'entre nous. Alors ma génération est née en créant cette frontière entre la vie professionnelle et la vie privée. On parlait de work-life balance. Donc, work d'un côté, life de l'autre. Il y avait un mur entre les deux. Aujourd'hui, on voit très bien, et alors en ces périodes de confinement encore plus, on voit très bien que tout est mélangé et que la dimension déterminante de ce temps entre deux, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je regarde, où je sors, pourquoi faire, avec qui, est déterminante à la fois dans ma vision du monde et dans mon déroulement de carrière. Alors, ça, c'est première contradiction. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est que l'entreprise va dans une direction qui est contraire au constat que la recherche, que la sociologie, que la psychologie ont réuni depuis des années. Deuxième contradiction, c'est la formation initiale des dirigeants. Ça, il y a une vraie raison très importante à ça, et du coup, moi, j'ai beaucoup de respect pour la sélection par les mathématiques et les métiers techniques, parce que c'est la seule qui, aujourd'hui, en France, a fait la preuve de favoriser l'ascenseur social et la prise en compte de tous les talents, parce que c'est le moins discriminant socialement. Seulement, en fait, cette sélection a occulté toutes les approches créatives, intuitives et liées à la créativité, à la culture, qui en fait, dans la formation initiale, sont réduites au strict minimum, sont même assez dévalorisées, et que tout ceci se reproduit tout le long de la carrière par des rythmes et calendriers assez normés, où les apprentissages et le déroulement de carrière se font sur essentiellement les métiers. Troisième source de contradiction, la très faible intégration des avancées de la recherche dont on parlait dans l'univers de la formation continue. Alors, j'étais plutôt très positivement surprise de voir comment, notamment la loi sur l'école, mais aussi tout ce qui a été fait en termes d'éducation artistique et culturelle ces dernières années,
ait pu intégrer les avancées de la recherche en éducation et apprentissage, mais aussi en philosophie, en sciences cognitives, etc. Mais la formation professionnelle, alors vous savez que nous avons des difficultés structurelles très importantes dans ce domaine, avec 66 000 organismes de formation différents, qui représentent ensemble une valeur très très significative, autour de 15 milliards d'euros, mais où du coup l'orientation dominante est plutôt à l'optimisation des compétences dans l'emploi occupé ou à occuper. Et que cette partie de la formation et de l'intégration de la recherche, elle n'a lieu que du coup pour le métier bien précis et non pas sur les compétences du XXIe siècle dont on parlait tout à l'heure. Et donc, j'en tire comme conclusion que ce consensus théorique dont on parlait à la fois sur les besoins des entreprises d'un côté et sur les capacités individuelles à développer de l'autre, il ne trouve pas d'application dans la réalité des entreprises et dans le parcours des managers. Et du coup, je me suis posé la question de comment se mobiliser pour réduire cette contradiction. Première chose, évidemment, la piste la plus évidente, c'est le sens de l'action de l'entreprise. Je sais que vous avez plusieurs webinaires à venir qui sont consacrés à cette question, qui est une question très importante et qui est une question qui a une dimension collective certainement. Que fait le collectif de travail, que fait l'entreprise en tant qu'institution et que fait l'individu dans l'entreprise. Donc ça, c'est évident que la première mobilisation est là-dedans. D'ailleurs, on voit des clivages générationnels assez importants. Dans toutes les études que je parcours, il y a vraiment cette sorte d'incompréhension générationnelle sur laquelle je fais très attention parce que ça va créer des tensions et des clivages entre une jeune génération qui en fait est à la recherche de quelque chose de plus vaste, de plus conforme à sa vision du monde, parfois refuse des missions, ce que la génération d'il y a 15 ans n'aurait jamais fait, par fidélité, par une sorte de cohérence avec la vie de l'entreprise. Et là, en fait, l'individu, il dit il y a des valeurs qui vont au-delà de l'entreprise et qu'il faut prendre en compte pour que moi je me sente à l'aise. Pour ne pas parler des reconversions où, en fait, après quelques années de management, les uns demandent un congé sabbatique ou une pause pour aller changer totalement d'orientation et devenir prof de yoga plutôt qu'autre chose. Donc, une recherche de quelque chose qui nous dépasse. Alors, la deuxième source de mobilisation pour moi, c'est le décryptage de la société. Alors, nous avons beaucoup parlé dans le passé des signaux faibles qu'on voit, notamment le réseau, les technologies, les médias. Mais dans ma compréhension des choses, je vois très très peu de décryptage de signaux faibles que les œuvres de l'esprit, en particulier les œuvres de la créativité des artistes, envoient sur la société. Alors, pour mes métiers précédents, je faisais des choses passionnantes qui étaient des synthèses de tranches de création. Par exemple, pour la rentrée littéraire, vous avez 300 bouquins qui sortent en même temps. Et en fait, si vous les prenez dans leur ensemble, évidemment chacun a ses spécificités, mais si vous les prenez dans leur ensemble, ils disent quelque chose de la société. Mais de la même manière, je pourrais parler des 50 films sélectionnés à Cannes, plutôt que des artistes indiens quand je suis dirigeant et que je dois partir pour diriger l'équipe indienne de mon entreprise, par exemple. Et donc ça, c'est un deuxième aspect qui demande, à mon avis, une mobilisation importante pour intégrer la vision des artistes dans le décryptage de ces signaux faibles. Alors après, là, en fait, nous sommes dans un campus immersif et il me paraît important de souligner le côté central du parallèle entre une technologie d'un côté et en parallèle le développement d'une approche humaniste et d'une intelligence non artificielle qui l'accompagne. Alors pour des aspects d'éthique dont on a parlé tout à l'heure, mais en général parce que vous avez vu que du coup la technologie elle est programmée pour un objectif. Et là en fait on parle d'interconnexion et d'interdisciplinarité, c'est-à-dire de prendre en compte les éléments
d'une dimension, de le transposer dans l'autre et de prendre en compte des visions complexes. Donc ça, moi je fais le pari que c'est que l'humain qui arrivera à faire ça et qu'il va continuer à devoir le faire. Et c'est même la chose sur laquelle j'invite les uns et les autres à se concentrer à l'avenir. Alors ça, Denis en a parlé, donc de dépasser les frontières disciplinaires et reconnaître que dans les processus créatifs, il y a toujours une rupture intellectuelle. Alors je vous ai mis quelques mots différents parce que c'est marrant, les visions intuitives, c'est plutôt les philosophes et les écrivaines et les écrivains qui parlent de visions intuitives. Et en musique, ça s'appelle le collapse, c'est-à-dire le moment où en fait j'ai fait des années de solfège, des années d'instruments, des années de composition, et puis à un moment donné, j'ai une intuition qui sort de la linéarité de mon raisonnement par une intuition. Alors, c'est vrai que les anglo-saxons ont ce mot insight qui le transmet bien en un seul mot. Nous, les langues latines, c'est un peu plus difficile. Et donc, bon, collapse, c'est un peu anxiogène comme mot, mais c'est ça ce que ça veut dire, c'est-à-dire l'introduction d'une rupture. Je réfléchis de manière linéaire et puis il y a quelque chose qui introduit une rupture. Et enfin, la mobilisation est nécessaire, comme on le disait, pour identifier et pour évaluer aussi des dimensions autres que la productivité. On le sent bien sur l'individu, on a parlé du QI, et on le sent bien sur le collectif, on a parlé du PIB, mais je pourrais multiplier à l'infini dans tous vos métiers ces exemples en fait de besoin de compléter l'optimisation productive avec d'autres valeurs. Alors, il y a certains pays, vous connaissez le bouton, il y a certains pays qui tentent des mesures du bonheur collectif ou autre, mais imaginez appliquer à l'individu, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est là où j'arrive à proposer de faciliter la rencontre entre création artistique et entreprise, et en dépassant ce premier obstacle qui est qu'effectivement les deux environnements, évidemment je parle de deux environnements, on pourrait en parler d'un nombre infini d'environnements professionnels, symboliques et sociaux que tout oppose et qui aujourd'hui ont tendance à s'ignorer. Alors, peut-être avant de vous raconter comment je le fais, peut-être que le pourquoi je suis arrivée, à part mon parcours personnel qui se partage en deux entre la vie de l'entreprise et la création artistique, mais pourquoi devrait-elle se rencontrer? Alors attendez, parce que je suis pas en train de m'occuper du PowerPoint. Voilà, on devrait y être. Et alors pourquoi cette rencontre est pertinente? Alors, j'ai mis au moins 5 raisons. Et après, on va dire que la synthèse de tout cela, qui est une synthèse de plusieurs philosophes en réalité, qui se penchent sur la question de qu'est-ce que c'est que l'idée créative, c'est donc le constat qui paraît une banalité, mais qui de nouveau n'est pas appliqué dans la vie économique, que si on ne sait pas rêver de mondes différents de l'existant et créer des connexions qui n'existent pas, il n'y a pas d'innovation. Et alors, ça paraît, quand vous regardez cette phrase mot à mot, c'est d'une banalité confondante. Et puis quand vous prenez du recul, vous dites, mais c'est en effet, on n'aurait pas dit qu'on rêve quand on dessine les objectifs d'une entreprise, mais ce mot d'innovation dont tout le monde parle dans la vie économique est un monde qui est incompatible avec la routine, incompatible avec on faisait ça avant, on continue à le faire, est incompatible avec un monde sans émotion, est incompatible avec un cours linéaire du parcours. Et donc, pourquoi du coup cette conclusion? Donc, pourquoi la création artistique? C'est parce que justement, ça saisit des visions complexes. Alors, prenez votre film préféré, prenez une image, prenez un refrain, prenez une strophe. Donc, on est conscient de la complexité humaine et on arrive à la retransmettre par des choses très synthétiques et qui vont droit au but. On crée des moments pour réfléchir. Et alors, évidemment, la temporalité est un élément très important de ma démarche.
donc d'extraire le décideur et de le confronter à une temporalité différente de recherche. Et alors, je vais vous faire sourire, mais les petites phrases que j'ai mis entre guillemets, ce sont des phrases. Alors, vous imaginez peut-être que je les ai récupérées de bouquins sur la fin de l'individu, des bouquins très contemporains. En fait, c'est du Schumpeter et ces phrases ont 110 ans au moins. Et donc, qu'est-ce qu'on constatait déjà? Qu'au milieu du travail, du souci de la vie quotidienne, il faut conquérir de haute lutte l'espace et le temps pour la conception et l'élaboration de nouvelles combinaisons. Et que juste après, qu'est-ce qu'il dit? Il faut voir dans les nouvelles combinaisons une possibilité réelle et non pas seulement un rêve ou un jeu. Donc en fait, aujourd'hui, effectivement, cette relation entre l'entreprise et la créativité est quasiment marginale, souvent par le mécénat, souvent par des choses comme ça, un rêve, un jeu. Parfois, les patrons des entreprises parlent la danseuse du chef, hein, quand ils veulent financer une exposition ou montrer une telle ou telle œuvre à ses collaborateurs. Donc là, les combinaisons deviennent une possibilité réelle. Et c'est ça le passage qui m'intéresse. Et donc, créer des moments pour réfléchir, donc sortir de l'immédiat, sortir d'emploi du temps impossible, faire participer tous les sens à la compréhension d'un sujet, et puis assumer son émotion et son intuition. On parlait tout à l'heure, l'intuition arrive avant la rationalité dans notre prise de décision, il faut toujours l'avoir en tête. Et puis, essayer de développer des pensées qui soient en rupture avec le cours linéaire de notre parcours. C'est on disait, alors j'ai mis discontinuité, désordre, c'est notre collapse de tout à l'heure. Et alors, évidemment, tout ça se termine par le pourquoi qui, pour moi, est le plus important, c'est-à-dire l'exercice de la subjectivité, c'est-à-dire de pouvoir suivre son intuition, apprendre à tenter, à expérimenter, à prendre des risques et à se tromper. Et vous savez, la plupart parmi vous sont des enseignants, vous savez comment c'est difficile d'apprendre à prendre des risques, qui est beaucoup plus compliqué qu'apprendre à ne pas en prendre finalement. Et désolé le jeu de mots. Donc j'arrive à la conclusion que ces deux univers doivent se rapprocher. Alors pourquoi je décide de m'arrêter là? C'est parce que évidemment, les modalités de cette rencontre sont l'enjeu principal de l'institution que je crée, qui est pour le coup, j'ai choisi, alors certains vont sourire après mon parcours parce que j'ai choisi l'organisation la plus simple avec le moins d'administration, de contraintes, de bureaucratie. Donc Viarte prend la forme d'une SAS et qui va justement agréger les compétences et les interventions des uns et des autres, y compris des établissements participants, des acteurs publics et privés, pour pouvoir proposer à l'entreprise des rencontres qui sont donc improbables. Alors, j'ai décidé d'appeler ma présentation rencontres contradictoires et nécessaires, mais ce sont surtout des rencontres improbables qu'il faut faciliter parce que elles se font pas spontanément. Et donc, nous sommes en train, dans un processus participatif auquel j'invite les uns et les autres dans un esprit justement de partage et de plateforme, nous sommes en train d'inventer ces moments de rencontre qui aujourd'hui prennent la forme donc d'un parcours où les dirigeants vont soit de manière très concentrée pendant une semaine de learning expedition artistique, soit de manière plus diffuse sur un parcours entre 6 et 12 mois, de en fait être confrontés de manière régulière et approfondie avec des processus créatifs, soit pour développer leur raison d'être, soit pour décrypter les signaux faibles de la société grâce aux artistes, soit encore pour rapprocher les processus créatifs à leur propre processus d'innovation. Donc voici la proposition. Alors évidemment, il s'agit d'une réponse petite et une face à la panoplie de réponses possibles à cette question que je vous ai posée ce soir, qui est une question complexe, comment sortir
en fait les artistes de leur isolement et l'entreprise du sien, on va dire d'une certaine manière. Et donc c'est pour cette raison que je choisis quelque chose de très participatif, que j'embarque futurs contributeurs, participants et concurrents, parce qu'il s'agit vraiment d'apporter des réponses concrètes pour réduire la contradiction que je constatais. Donc voici. Alors, donc, en plus de vous remercier pour votre attention, je voudrais vous remercier pour cette expérience. Je n'avais jamais tenu une conférence immersive. Et je suis évidemment... alors, du coup, j'ai bien retenu, je vais vous envoyer, et Denis va nous aider après pour la diffusion, une petite bibliographie, parce que les études que je vous ai résumées c'est très frustrant de les résumer comme ça, et je tiens vraiment à ce que voilà, chacun d'entre vous puisse les parcourir au moins. C'est vraiment très passionnant, et ce sont des grands chercheurs pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Donc ça, j'ai bien noté. Mais en revanche, je prends toutes les questions si plutôt une modalité plus interactive est peut-être plus adaptée pour cette question que je pose, à laquelle il y a encore plein de réponses possibles. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudia. Effectivement, vous nous faites l'honneur effectivement de cette présentation, et c'est une quintessence parce que c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travaux de votre part, de rencontres, d'échanges, et vous nous en faites effectivement bénéficier, et merci, puisque votre société est en cours de création. En fait, elle est déjà créée, mais effectivement, vous n'avez pas finalement encore lancé, je dirais, votre aventure, d'où je dirais c'est réellement une forte actualité pour vous. Alors, on va bien entendu laisser la parole aux questions, enfin la place aux questions. Moi, j'avais peut-être pour lancer juste le débat, avant de venir effectivement sur cette rencontre avec l'entreprise, vous avez effectivement en aparté fait quelques constats sur le processus créatif, et notamment vous avez parlé d'assez dévaloriser dans la formation professionnelle. Est-ce que vous pouvez éventuellement, puisque vous avez majoritairement des enseignants face à vous et des professionnels, quels seraient finalement les conseils que vous pourriez leur donner au regard de votre expérience et au regard justement de votre réflexion ce soir? Alors, merci Denis pour cette question qui me tient beaucoup à cœur, parce que nous nous sommes battus depuis plusieurs années pour intégrer, notamment dans la formation initiale, des éléments de ce qu'on appelle dans le jargon que nous avons adopté, mais qui était très difficile, qui était un compromis historique, on va dire, entre le monde de l'éducation et le monde de la culture, qui est l'éducation artistique et culturelle. Alors, nous avons fait un travail avec des neuroscientifiques, des psychologues et des sociologues pour montrer l'importance notamment de la lecture et de la musique pour les tout petits enfants. Alors, vous connaissez ces études qui sont assez centrales aujourd'hui dans tout ce qui se passe dans l'éducation artistique et culturelle à l'école, qui ont introduit non seulement des techniques de lecture, le quart d'heure de lecture, les fameuses fables de La Fontaine, et tout un tas de dispositifs pour recentrer les enfants sur la littérature, et le deuxième sur la musique. Donc la rentrée en musique, les effets bénéfiques de la musique sur le cerveau avant 3 ans, et ces avancées qui aujourd'hui nous paraissent d'une grande banalité, en fait. Je pense que personne ne contestera, tous les enseignants en tout cas présents, ne contestera l'importance de compléter des enseignements plus formels par des enseignements qui laissent l'espace à la création et à l'expression artistique. En revanche, quand vous vous positionnez face à l'homme et à la femme qui travaillent, c'est-à-dire à la formation professionnelle, quand on a dépassé, on va dire, la phase d'apprentissage initial, je constate qu'en fait, ce travail, alors pour moi, une des lectures les plus structurantes, je vous le mettrai dans la bibliographie, ont été les écrits de Mihaly Csikszentmihalyi. Alors désolé, c'est un nom hongrois que je ne sais pas prononcer, mais que je vous écrirai en entier, qui a écrit en fait vraiment la psychologie de la découverte et de l'invention,
et des essais sur le flou, le flux en français, le flow en anglais créatif, et une autre étude qui est fondamentale dans nos domaines, qui définit en fait, qui essaye d'étudier comment sont arrivées les grandes découvertes scientifiques et quel est le terreau favorable pour que l'intuition joue son rôle et que du coup émerge cette discontinuité dans les raisonnements qui fait qu'un travail laborieux devienne une intuition et devienne une intuition innovante et devienne de l'innovation et qui entraîne elle-même d'autres innovations. Et alors c'est une étude incroyable qui a été publiée dans les années 2000 d'un chercheur américain qui s'appelle Roger Solingwater et qui en fait, là aussi je vous le mettrai dans la bibliographie, et qui en fait analyse comment se sont passées dans les 100 dernières années les grandes découvertes scientifiques qui ont été reconnues par des Nobel, des médailles Fields, des grands moments de création. Et en fait compare les laboratoires qui les ont engendrés avec les laboratoires, on va dire, comparables, qui, en revanche, ont cherché, n'ont rien trouvé. Enfin, n'ont rien trouvé, je m'explique, mais en tout cas, qui n'ont pas permis des percées scientifiques. Alors, ce qui est marrant, c'est que la première conclusion de cette étude, c'est qu'en fait, tous les composants des laboratoires qui ont réussi des découvertes majeures ont traversé des frontières disciplinaires et ou géographiques. Et alors, je pense que c'est, pour répondre à votre question, Denis, c'est peut-être la première chose que je me permets d'avancer comme suggestion, c'est effectivement le croisement de frontières est peut-être l'élément qui est déterminant, où il y a une corrélation, vous verrez dans l'étude, une corrélation scientifique quasi parfaite, où en fait, on a besoin de traverser des frontières. Et alors, ils les appellent donc les trend crossers et les boundary crossers. Et donc, même lorsqu'on est ultra spécialisé, même lorsqu'on est au sommet de son secteur, il faut s'imposer de traverser des frontières parce que ça nous perturbe, parce qu'on n'est pas les meilleurs dans d'autres domaines et parce que ces domaines, par analogie, vont nous alimenter et vont nous faire revenir sur notre première passion, si je peux dire, de manière différente. Et donc, finalement, on découvre quelque chose qui est peut-être intuitif pour certains, mais pas pour tous, qui est que l'intelligence a on va dire, un point bien inférieur que cette capacité à traverser les frontières dans un collectif par exemple, là, en l'occurrence, c'est de la recherche scientifique. Et donc voilà. Alors après, il y a d'autres conclusions de l'étude qui sont évidemment qui peuvent paraître donc c'est lui qui pour la première fois parle de complexité, de haute complexité cognitive, c'est-à-dire de manière d'appréhender des choses de manière dans des champs multiples et d'arriver à créer il parle de unexpected connection from disparate fields, donc de connexion inattendue entre champs disparates. Et ça, c'est vraiment le fait de voyager d'un endroit à l'autre des savoirs. Et du coup, c'est assez, c'est assez passionnant. Et c'est la seule suggestion. Alors, vous faites heureusement un métier bien plus complexe que tous les autres métiers du monde, l'enseignement. Mais je pense que c'est quelque chose, que notre université a malheureusement un tout petit peu découragé, que nos examens, nos concours ont un petit peu découragé, mais que je me sens, y compris en totale symbiose avec votre projet de campus, de partager avec vous. Oui, effectivement. Donc, en fait, ça invite finalement à travailler, à créer ces collectifs apprenants, effectivement, parce que le fait de dépasser les frontières et de créer des ponts, c'est effectivement
c'est très déstabilisant certes, mais ça invite encore plus à faire en sorte de créer ces collectifs finalement qui visent à finalement à penser différemment et à créer la création en fait artistique. Vous avez utilisé le terme que j'apprécie moi particulièrement, c'est des nouvelles combinaisons. On est bien, c'est ça en fait l'enjeu, c'est de créer de nouvelles combinaisons pour ouvrir en fait d'autres perspectives. On est bien à ce niveau-là. Absolument. Alors, les connexions, effectivement, ce qui est assez passionnant dans ces observations, c'est de voir quelle est la richesse intrinsèque de chaque individu et comment elle est optimisée et démultipliée lorsqu'elle est en connexion avec d'autres. Et alors, ça, c'est typiquement quelque chose qu'on a appris. Paradoxalement, on l'a apprise en réalité par le fonctionnement des réseaux et de la technologie, mais en réalité, quand vous regardez, c'est peut-être la chose la plus humaine qui soit, parce qu'elle vient d'une intuition qui est l'intuition de pouvoir, par analogie, me servir d'un champ disciplinaire que je ne maîtrise pas bien pour revenir à mon champ disciplinaire initial et l'enrichir. Et alors évidemment, nous avons quelques exemples très rares dans l'université qui arrivent à faire ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, François Tadei en est un exemple vivant hein, dans son centre de recherche interdisciplinaire. La personne qui contribue, donc qui est contributeur pour nos travaux, par exemple, il est cinéaste, donc il a fait la FEMIS, l'école de cinéma, et en même temps il est biologiste. Et donc, à chaque fois, en fait, on a cette intuition de se dire, ouh là là, mais comment il peut être bon dans deux domaines aussi disparates, alors qu'en fait, notre cerveau est fait pour prendre le meilleur d'un domaine, y compris notre sens du doute, notre insuffisance, notre comment dire, oui, nos doutes et nos capacités à se tromper et nos possibilités de se tromper, comment je le prends et je le rapporte à mon champ. Et donc, toutes les études nous montrent qu'en fait, quand vous revenez d'une autre expérience à votre champ, vous êtes plus pertinent, vous êtes plus innovant, et finalement, vous avez une proposition que vous n'avez, qui n'existerait pas dans le parcours linéaire de votre existence. Oui. C'est un petit peu aussi les mêmes résultats que l'on peut avoir dès l'instant où on fait une mobilité à l'international ou même à l'étranger, tout simplement. C'est vrai qu'on en revient bien grandi. J'aurais peut-être juste quelques remarques encore, mais encore une fois, n'hésitez pas à vous manifester via le chat et je vous laisse volontiers la parole pour poser vos questions. Juste une petite intervention sur ces collapses dont vous avez parlé, ces ruptures et notamment cette question du temps. Moi qui me pose effectivement grandement en question parce que c'est un enjeu majeur effectivement chez les managers, cette question du temps, de prendre ses capacités à prendre le temps, à prendre la distance, mais finalement pour échanger souvent également avec les enseignants, avec les collègues enseignants et d'autres collègues, c'est le même enjeu finalement. On a l'impression qu'on est tous embarqués dans une machine infernale et que l'on prend pas le temps pour soi et on prend pas le temps pour ce que l'on fait. Alors c'est vrai que la crise nous a profondément, je dirais, remis ces questions, je dirais, au cœur de notre vie. Mais cette question du temps, vous y répondez comment pour l'instant? Alors, vous avez raison, c'est une des questions les plus compliquées, hein, des temporalités décalées. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'essentiel de la proposition, c'est-à-dire de se décaler dans le temps. Alors, deux choses. La première, c'est, je pense que plus vous avez des responsabilités de décision, plus généralement vous avez la maîtrise de votre temps. Et c'est pour ça que nous avons un problème quasiment culturel hein, d'accepter que en fait nos organisations évoluent. Alors je vous donne un exemple, tout le monde dans l'entreprise sait qu'on survalorise, en tout cas on a survalorisé depuis longtemps le fait de rester sur un dossier compliqué jusque tard le soir par exemple. Alors ça parle à tout le monde hein, parce que tout le monde l'a vécu. Tous ceux qui ont plus de 35 ans dans la salle ont vécu voilà, les nuits au bureau pour montrer que telle recherche très compliquée, que voilà,
Et en fait, aujourd'hui, vous voyez bien, alors laissons tomber le confinement qui, pour le coup, a explosé tous les compteurs et c'est peut-être l'extrême auquel il ne faut pas arriver. Mais regardez aujourd'hui déjà comment cette notion a évolué sur l'heure à laquelle il est sain de quitter le bureau pour faire autre chose. Et j'espère demain aussi une reconnaissance de l'entreprise de temps intermédiaire. C'est-à-dire que si je sors du bureau pour aller dans un théâtre, pour aller au cinéma, pour lire le dernier Goncourt, est-ce que je travaille? Est-ce que je vis? Est-ce que je m'amuse? Alors ça, c'est une vraie question de temps. Donc, ce temps intermédiaire, comment je le traite et comment l'entreprise l'appréhende. Donc, dans notre réflexion, où en fait, donc dans les participants de cette petite communauté, il y avait des chefs d'entreprise, de l'encadrement intermédiaire, puis des artistes. Alors, c'était des échanges passionnants parce que dans ces catégories, ils n'ont pas la même notion du temps. Et que donc l'artiste, il disait aux dirigeants alors on s'est rencontrés 3 fois dans des ateliers d'artistes, puis confinement oblige, on a été obligé de faire comme vous du virtuel. Et dans toutes les discussions revenait et l'artiste disait mais si tu viens me voir 20 minutes parce que tu es pressé, moi je peux rien pour toi. Tu comprendras pas ma démarche, le processus créatif ne te sera pas clair. Et en fait, si tu acceptes de venir par contre, tu rentres et moi je vais faire des compromis parce que je vais essayer pour le coup de m'adapter à ton temps, mais pas comme ça. Et du coup, on a engagé et les conclusions que je vous résumais en 3 mots tout à l'heure sur il y aura un parcours très concentré où en fait pour certains dirigeants il est plus intéressant et plus faisable de s'extraire pendant une semaine immersivement et de vraiment ne pas mettre même pas un pied au travail et partir sur un temps différent pendant cette semaine-là. Donc c'est ce qu'on appelle de plus en plus dans les entreprises donc les expériences immersives justement, des learning expeditions, donc c'est des expéditions, donc on est loin à la fois dans le temps et dans l'espace. Et après un parcours sur lequel, alors c'est un vrai pari, sur lequel j'étais très critiquée, de faire des parcours longs, parce que comme vous le savez, les formations techniques et au métier, vous pouvez avoir une forme de mesure et d'évaluation avec un point A, un point B, et puis vous savez qu'en 2 heures, vous vous améliorez dans votre pratique d'Excel, de temps, etc. Et là, en fait, c'est d'accepter que ce soit des parcours longs. Souvent, je prends l'exemple en sport, des sports qui travaillent les muscles profonds qui ne se voient pas. Et lorsque vous faites du yoga ou des sports plutôt qui travaillent ou du pilate, etc., ça ne se voit pas. Donc, si vous ne prenez pas le temps de le faire de manière régulière, vous ne voyez pas l'équilibre, la sérénité que ça apporte. En revanche, donc vous verrez pas de muscles, vous verrez pas de sprint, mais ça travaille en profondeur. Et c'est un peu ça quand je fais le pari de cycles qui vont de 6 à 10 mois. C'est un peu ça, c'est-à-dire que dans la vie débordée des managers, ils continuent à être managers débordés comme tout le monde pendant leur mois. Et puis, une fois par mois, ils s'extraient et ils passent entre 2 heures et 3 jours avec nous pour faire voilà, du travail sur des muscles profonds. Et ne pas donner l'illusion que ces processus-là peuvent se régler en quelques instants. Voilà. Je comprends, je pense que on a également pas mal d'enseignants et on travaille, enfin je pense qu'ils travaillent tous également sur du temps long et c'est vrai que c'est sans doute quelque chose qui leur parle. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions ou du moins des demandes autour du processus créatif. Moi je vous laisse la parole si quelqu'un veut éventuellement poser la question directement à Claudia et sentez-vous réellement voilà libre de poser vos questions. Alors qui voudrait prendre la parole? Alors vous cliquez sur parler si vous souhaitez parler justement. Oui, bonjour, Pascal Gerbaille. Je souhaitais poser une question au sujet des processus créatifs que vous avez abordés. Tout d'abord, merci pour votre présentation et merci notamment d'avoir soulevé la contradiction
entre les attentes affichées de compétences pour le XXIe siècle et la logique managériale et les vraies attentes des entreprises qui font que finalement on aimerait des créatifs mais qui rentrent dans le moule. Alors par contre, autant je suis complètement convaincue de la richesse de pollinisation croisée entre des mondes professionnels complètement différents, et en particulier l'entreprise et le monde artistique, autant j'ai plus de mal à comprendre l'espèce de différenciation que vous faites entre le processus créatif et les processus d'innovation qu'on trouve dans le monde de l'entreprise. À plusieurs reprises, vous avez évoqué la technologie et les maths par rapport à l'art. Pour moi, un mathématicien est forcément intuitif, sinon il ne trouve rien. La créativité se situe aussi en technologie, il y a des insights aussi, et je vois pas bien la différence des deux processus en fait. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on pourrait parler de la même manière des processus scientifiques qui sont rapprochés d'ailleurs quand je vais citer l'étude sur les grandes découvertes du XXe siècle. Excusez-moi Claudia, ouais. Je pense que Pascal, il faudrait peut-être juste que vous coupiez votre micro. Voilà, pour qu'il y ait juste que Claudia, parce que sinon on entend. Voilà, merci beaucoup, merci. Et je disais effectivement le rapprochement que vous faites sur les processus scientifiques et le processus créatif sont à ma connaissance et dans le stade où je suis dans mon travail très proche. On aurait pu rajouter création artistique, mais aussi recherche scientifique, parce que ça répond à des logiques très très proches, et l'étude qu'on citait tout à l'heure sur les grandes découvertes du XXe siècle le montre. En revanche, c'est le type de compétences dominantes. Quand je dis que les carrières, la sélection initiale et la formation initiale sont fondées sur le test de compétences techniques et mathématiques, ce sont en fait de l'évaluation de compétences apprises. Donc, ce n'est pas un processus de recherche scientifique, c'est un processus de sélection. Il y a quelques années, on parlait de sélection des élites, qui en fait permet, grâce à l'application de techniques mathématiques sur lesquelles je n'innove pas, je les applique, et permet en fait une sélection et un parcours de carrière. Donc les grands scientifiques et les chercheurs en sciences sont très intuitifs, et on citait tout à l'heure le centre de recherche interdisciplinaire, on citait tout à l'heure les doubles profils entre un biologiste ou un mathématicien qui souvent font beaucoup de musique, etc. Mais là, je vous parle d'un mode de sélection, ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. C'est un mode de sélection et un mode d'achat de formation professionnelle qui est vraiment concentré sur l'application de techniques. Et l'application de techniques, évidemment, est un facteur qui est très important pour la vie de l'entreprise et pour permettre à de la diversité d'avoir une ascension très importante, mais qu'en revanche, en fait, alors il y a une autre étude assez marrante, je vous mettrai la référence, sur l'effet, je crois que c'est un chercheur du centre de recherche interdisciplinaire, dont j'oublie le nom, je vous le mettrai, qui en fait analyse l'effet que 2 ou 3 années de mémorisation qu'on appellerait dans nos jargons éducation bachotage de classe préparatoire, l'effet que ça a sur toutes les dimensions des compétences du XXe siècle dont on parlait. Donc en fait, finalement, on crée nous-mêmes cette contradiction en mettant en opposition deux choses qui, je suis d'accord avec vous, n'auraient pas à être en opposition. Et donc ça, c'est nos systèmes de... alors, il y a un aspect dont on parle beaucoup en ce moment de hommes et femmes, hein, approche intuitive. Jusqu'à il y a quelques années, on disait que voilà, l'intuition était féminine, donc les filles n'aimaient pas les maths, et ensuite voilà, et on sait aujourd'hui que c'est totalement faux et c'est l'inverse. Mais ça revient à la même chose, c'est-à-dire qu'on a mis dans les cases des processus cognitifs qui sont très proches et qui ne devraient pas être en contradiction. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, les processus créatifs et les processus de recherche scientifique
sont très proches dans les bouquins que nous avons cités sur la créativité en psychologie, en sociologie, on le voit très bien et vous avez tout à fait raison. Alors merci pour cette réponse, ça répond bien en partie. Il me reste du coup une nouvelle question, c'est personnellement je vois pas énormément de différence entre cet entraînement intensif en classe préparatoire sur des mathématiques pour acquérir une technique qui permet justement de ensuite trouver des résultats un peu innovants et pas seulement appliquer la technique, et l'entraînement intensif du musicien pour atteindre le niveau de conservatoire national supérieur et devenir un virtuose. Il y a un entraînement technique qui permet l'intuition, la réalisation, et j'ai du mal à faire le distinguo entre ces deux formes d'entraînement. Alors, en fait, vous pourriez ne pas en faire si les deux enseignements répondaient aux mêmes ambitions d'ouverture, de transdisciplinarité et de complexité. En fait, ce qui est très frappant, c'est que dans beaucoup de nos enseignements, en fait, aujourd'hui, nous valorisons le côté unidimensionnel de la technique. Alors, je rentre pas dans est-ce que dans les classes préparatoires ceci est vrai ou pas, parce qu'en fait, ça serait voilà une autre conférence. Et je pense qu'il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus et je serais pas assez compétente pour vous dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, c'est dans les modalités par lesquelles vous approchez des techniques que vous permettez ou pas ce fameux collapse et cette fameuse intuition créative. Aujourd'hui, en fait, le facteur temps est fondamental, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand j'acquiers une technique très rapidement pour une application immédiate et non créative, je tue toute la deuxième phase, qui est la phase intuitive et d'innovation que cette technique me permettrait. C'est-à-dire je fais tout le chemin pour arriver avant la rupture possible. Et donc là, c'est un travail sur le temps. C'est un travail sur la transdisciplinarité et qu'il faudrait compléter. Il faudrait qu'il y ait à chaque fois qu'on a des cours individuels, un cours collectif. Il faudrait avoir des mathématiques. Alors, ils les appellent les mathématiques complexes et participatives dans les bouquins de psychologie, mais des méthodes d'apprentissage des maths qui favorisent justement la contestation, l'insight créatif, etc. Donc, je ne nie pas que ça puisse exister. Je dis juste que dans nos systèmes, on a plutôt privilégié une manière d'acquérir ces compétences qui est immédiatement utilisable. Parce qu'on pense gagner du temps. On pense gagner du temps dans une application immédiate dans un métier. On pense gagner du temps pour passer un concours. On pense gagner du temps pour obtenir un résultat mesurable. Mais en fait, il n'y a pas que le résultat mesurable, il y a tout le reste. Et c'est ça mon point d'accroche. D'accord. Merci pour ces réponses. Hein. Oui, Pascal. Sinon, on va peut-être passer aussi à d'autres. Oui, Pascal. Mais ça répond. Oui, merci beaucoup. Ça répond largement. Après, on pourrait rentrer dans du débat plus important, mais il faut que je laisse un peu la parole aux autres participants aussi. Je vous remercie. Merci Pascal. Pour être en relation, en parler. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole, poser une question, intervenir? Alors. Alors là, on a très mal travaillé parce que vous m'aviez demandé de respecter les horaires. Je vois qu'il est 8h. Non, oui, et je vais essayer effectivement. On va effectivement clore bientôt et je voudrais pas bien entendu déborder de trop. Mais il y a aussi quand même cette dimension finalement. On ne naît pas finalement innovant, on le devient. Cet aspect-là aussi, c'est peut-être aussi un élément qui peut freiner parce que finalement dans les processus dont vous parliez des processus très académiques qui fondent un petit peu le système de la France, on est effectivement dans un processus qui ne laisse pas forcément
la place, comme vous disiez, au processus créatif ou à cette liberté créative, et que finalement les personnes ne se reconnaissent pas forcément créatives, ou du moins on les a pas suffisamment, je dirais, exposées à cette démarche-là, si bien que ils s'enferment peut-être aussi dans leur propre logique et qu'ils s'interdisent ou ils n'osent pas. Ça, c'est sans doute aussi un élément fort de votre message, de d'oser dépasser, de prendre de l'audace, c'est ça. Alors, il y a certainement une question de confiance et d'autoriser, y compris dans la vie des entreprises, ces approches un peu différentes et sa vie artistique. Alors, nous, on pense que même dans l'université, on ne connaît pas la totalité des passions artistiques des uns et des autres. Alors, quand vous faites l'exercice de demander justement à des scientifiques de dire quelle est leur activité, on va dire loisir préférée, souvent nous arrivons à des passions artistiques qui entretiennent leur vision innovante de leur discipline initiale. Donc, il s'agit surtout de les reconnaître et de les autoriser dans la vie d'une entreprise en les mettant au centre de quelque chose de valorisant et non pas à la marge de quelque chose où en fait l'artiste est forcément on va dire non fiable, un peu bordélique et avec tous les attributs que vous pouvez imaginer comme ça de la connaissance. Alors après il faudrait faire, mais ça demande une nouvelle un nouveau chapitre très important. Alors moi je fais une énorme différence en ayant vécu dans une résidence d'artistes entre les artistes interprètes et les artistes vrais créatifs. Alors pour moi vraiment c'est le monde de la création artistique se distingue en deux, et le travail qui est proche de la recherche dont on parlait tout à l'heure avec l'intervenante qui vient de me poser une question est vraiment les interprètes. Hein. On parle des interprètes et non on parle pas des créatifs qui pour le coup inventent from scratch. Mais ça serait une autre réflexion. En tout cas, ce qui est intéressant pour moi, c'est que la société et l'institution entreprise reconnaissent la valeur de ces champs parallèles dans lesquels l'individu non seulement il s'épanouit, mais il développe des compétences qu'il rapportera à son champ initial et en le rendant innovant et vif en fait. Voilà. Et donc c'est ça ce qui m'intéresse. Très bien, mais écoutez, on va clore la première conférence immersive. Je vais bien entendu vous laisser quand même le mot de la fin. Je tenais effectivement à rester en fait ces mots finalement que j'ai notés. Hein. Vous avez parlé d'audace, vous avez parlé de sens, vous avez parlé de valeur, et je termine juste par le fait de miser sur l'humain. Je pense que ça nous parle tous. Je vous remercie énormément, Claudia, et je remercie bien entendu Pierre-Yves Pérez et Olivier Battini qui nous ont assistés, et je remercie l'ensemble des participants. Je vous laisse le mot de la fin, Claudia. Merci beaucoup à vous. Je n'ai rien d'autre à dire à part un grand merci pour votre attention et pour cette expérience dont je ferai vraiment trésor. Et j'espère qu'on pourra rester, grâce au campus, en relation sur la bibliographie et sur d'autres questions passionnantes que cette discussion pourrait ouvrir. Très bien. Merci. Olivier, tu peux peut-être clore l'enregistrement. On s'était dit effectivement, voilà, de manière très libre pendant, alors je vais pas pendant 5 minutes puisqu'on s'était dit vers 20 heures. Mais si vous avez, voilà, un petit débriefing finalement de cette conférence. Alors moi j'ai quelques remarques, mais